Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment ça va? Ça va bien. On est à Paris. On est avec nous Éric Goise. Bonjour. Salut Eric, ça va Bienvenue bien? à Paris. Oui, Merci. très belle journée. Écoute, on a une vue, on est dans les bureaux de la firme Octo. On a une vue sur les Champs-Élysées. Au loin, pas si loin, on voit la Tour Eiffel. C'est dépaysant pour nous. Ouais, pour des Montréalais, des Canadiens, c'est quand même... je suis sûr que pour toi, Éric, c'est journalier. C'est-à-dire que tu rentres bosser à tous les jours ici. C'est le drame des Parisiens. Et les Parisiens, au bout d'un certain nombre d'années, on n'arrive plus à profiter de la beauté de la ville. De temps en temps, ça nous arrive quand on rentre en taxi d'une gare ou le soir avec les lumières, mais c'est vrai qu'on se rend plus compte qu'on est dans une des plus belles villes du monde, quoi. Hein. Oui, absolument. Hier, on marchait sur le bord de la Seine et l'été, la ville, je pense qu'elle appartient plus aux Parisiens. C'est partout, on entendait que des langues étrangères. Et c'est sympa Paris en été parce que il y a moins de monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à Paris et en été, voilà, il y a Paris plage, il y a pas mal de choses. Donc rester à Paris pendant l'été, c'est pas si mal que ça. Mais bon, on a aussi envie d'aller en vacances un peu loin, mais Effectivement. Nous, on est à Paris, Mario, on est conférencier à la conférence l'université des SI ou du SI. C'est du ou des SI? du SI. Du SI, pardon. SI pour système d'information. Oui. Conférence qui est organisée par la firme Octo. Oui. En 10 secondes. Donc, l'université du SI. Ça s'adresse aux geeks, forcément. C'est une des raisons pourquoi Guy et moi, on se retrouve ici. C'est plus aussi le type de présentation que toi, tu vas faire. Mais ça s'adresse aussi aux boss. Absolument. L'objectif de cet événement, qui est notre premier, hein, donc voilà, c'est un gros pari pour nous, un gros travail aussi. Mais la volonté, c'est effectivement de faire un événement où aussi bien un boss qu'un geek comme moi, comme vous, trouve son bonheur. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de sujets, les sujets sont très intéressants, il y a quand même un gros fit en entrée sur les sujets abordés. Et donc voilà, on est convaincu que effectivement, que vous soyez boss ou geek, vous trouverez de la valeur, beaucoup de valeur dans ce que vous allez entendre et découvrir pendant 2 jours. Puis nous, on profite, en plus de notre présence à Paris, pour rencontrer des experts en technologie comme toi, Éric, puis faire des enregistrements. Donc, c'est très bien. Ah oui? Écoute, la formule, Éric, elle est simple. Pour aider nos auditeurs à te situer, puis à comprendre un peu du sujet qu'on va parler, on commence toujours par la biographie. Puis ensuite, on fait une petite pause et on fait l'entrevue. Aujourd'hui, on va parler de GUI vectoriel. Est-ce que vous dites GUI en France? IHM, interface Home Machine. Mais, IHM. Okay. Vois-tu, au Québec, on va plus souvent dire le GUI. Interface Le GUI. usagée. Ouais, l'interface usagée. Ouais. Puis, le but aujourd'hui, c'est de parler d'utilisabilité. En tout cas, au Québec, on dit utilisabilité. En France, dites-vous utilisabilité ou... En France, pour le moment, on dit pas grand-chose parce que le sujet est encore assez nouveau. Si on veut que les gens comprennent facilement de quoi on parle en France, il y a des DESS d'ergonomie depuis un bout de temps. Donc, c'est une science à part entière. Donc, c'est un peu difficile de dire je suis un ergonome quand on n'a pas fait d'études d'ergonomie. C'est la même chose au Québec. Et nous, on se base un peu sur le Wikipédia où on parle d'usabilité, qui est la traduction, qui est le pendant direct de usability. Mais c'est pas un mot français, c'est pas dans le dictionnaire. Mais voilà, on a plutôt tendance aujourd'hui à utiliser usabilité en France. Créons le terme. Donc, aujourd'hui, on va parler d'usabilité. Parce que si on brosse un peu ton portrait, dans la dernière année et demie, 18-24 mois, tu vas me dire, écoute, ça date de plusieurs années, mais tu as une passion pour tout ce qui touche les interfaces on-machine. Oui, alors moi, je suis un peu un papy d'informatique, parce que aller chez l'informatique, faut pas beaucoup d'années pour devenir un papy. Mais j'ai fait énormément d'IHM. J'ai même commencé sur des L4G avec, vous savez,
les Power Builder, j'ai vraiment beaucoup goûté au design time en termes de GUI, donc c'est un truc qui m'est beaucoup resté. Il y a le web qui est arrivé, donc j'ai fait énormément de projets IHM. J'ai aussi fait un petit passage par une filiale d'Amazon qui est MobiPocket. Donc MobiPocket, c'est cette technologie des e-books. Hein, c'est lire des livres électroniques sur le PC, mais également sur un téléphone, sur un PDA, etc. Où là, bon, c'est des applications grand public où l'IHM et l'usabilité sont essentielles. C'est ça, tu as commencé ta carrière comme un cheminement un peu classique. Tu faisais plus du développement, puis avec les années, l'évolution, tu te retrouvais dans un cadre beaucoup plus d'architecte. Tout à fait. Tu as fait le saut pour aller du côté produit chez MobiPocket. Et après 18-24 mois, tu es revenu chez Octo vraiment pour faire de l'architecture. Alors, je suis revenu, je me suis occupé d'un produit pendant 1 an et aujourd'hui, je reste, on va dire collé, enfin, je reste sur cette démarche consacrée aux IHM et aujourd'hui, depuis 6 mois, je me consacre sur la usability, c'est-à-dire que tout ce qu'il faut mettre en place sur un projet pour donc plutôt destiné aux développeurs. Hein. Moi, je m'adresse pas trop directement au marketing, au mémoire. C'est plutôt les équipes de dev et les architectes qui m'intéressent. Et c'est voir avec eux tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'usabilité des applications. Est-ce qu'on peut dire que ce pari, parce que c'est un pari à quelque part décidé aujourd'hui, parce que du point de vue pour tous les gens, les DSI, en entreprise, on se cachera pas que c'est pas dans les interfaces usagées qu'on investit le plus d'argent aujourd'hui. On va investir beaucoup d'argent pour créer des frameworks applicatifs, mais vraiment pour faire en sorte que l'ergonomie de nos applications soit comparable à ce qu'on peut trouver aujourd'hui pour le grand public. On est toujours avec nos bons vieux écrans gris, là. Ah, c'est clair, c'est vrai. Quand on prend un designer et qu'on le fait découvrir les applications, on va dire internes d'entreprise, donc peut utiliser les salariés tous les jours, c'est la claque. C'est-à-dire que c'est pas très beau, c'est pas facile, c'est pénible, c'est chargé, c'est pas agile du tout. Mais c'est beaucoup dû au fait que, en termes de, si je prends les DSI, aujourd'hui le budget consacré, on va dire aux ergonomes et experts consultants en usabilité est très faible, voire même nul. Donc il n'y a pas de secret. Hein. Autant, enfin, nous développeurs, on est des très mauvais graphistes et nous, on est aussi par nature pas des très bons consultants en ergonomie. C'est des choses quand même qu'il faut apprendre, qui s'improvisent pas tant que ça. Donc si on résume, architecte chez Octo. Donc, un cheminement classique de développeur. Dans ton passage, tu étais dans les premiers à faire le saut vers la plateforme Microsoft.net quand elle a été annoncée au début de l'année, au début du siècle. Donc, 2000. Mon Dieu. Du millénaire, là. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, tu devais être là. Moi, j'étais au PDC de l'an 2000 quand Microsoft a annoncé la plateforme.net. Et à l'époque, j'étais beaucoup du côté Java et j'ai décidé que je mettais toutes mes œufs, moi, du côté Microsoft parce que je croyais qu'il y avait un brillant futur. Puis j'ai l'impression que tu as fait un peu le même pari à cette époque-là. Tout à fait. Sauf que j'ai pas été tenté par le saut Java parce que je trouvais que c'était trop geek. Enfin, je suis un geek, mais trop. Je trouve quand même que l'informatique doit être au service utilisateur et donc doit y apporter du design time, de la facilité. Voilà, être obligé d'avoir un notepad, un ultra edit pour écrire la moindre application Java, je trouvais que c'était pas. Il y a un truc qui me gênait. Donc effectivement, quand .NET est sorti, moi ça a vraiment répondu à mes attentes. Mais pas que moi, c'est vraiment, enfin, Octo avait vraiment a été parmi les premiers en France à aider, à pousser énormément l'introduction de la technologie de la plateforme .NET au sein des entreprises françaises. Et on le regrette absolument pas. Puis à cette époque-là, Octo, Microsoft France, donc tu t'es retrouvé dans le rôle de Regional Director pour Paris pendant absolument, ouais. 2 ans presque. 3 ans et demi même. 3 ans et demi. Voilà. Guy est Regional Director sur Montréal depuis maintenant 7 ans. 8 ans? Non, pas 8 ans. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe très vite. 2, 4, 5 ans. 5 ans. 5 ans déjà. Mon Dieu. Hey, t'as pas encore cheveux gris? Ouais, non, ça s'en vient. Allons à la pause et on revient avec l'entrevue. J'aurais le goût de commencer l'entrevue en situant ou en te demandant ton point de vue sur... je vais raconter l'histoire telle qu'elle est. Quand j'ai reçu ton sujet de présentation, tu disais j'ai envie de parler de GUI vectoriel ou d'interface homme-machine vectorielle. Moi, ça m'a permis de faire un AA. Le fait que tu aies dit vectoriel,
j'avais jamais vraiment, je vais vous faire mon meilleur coup de pas, mais j'avais jamais saisi que WPF, donc toutes les nouveaux types d'interfaces, que c'était un peu l'équivalent de la même migration qu'on a connue il y a maintenant une dizaine d'années, où on a passé d'un monde juste bitmap à un monde vectoriel pour tout ce qui est imaging. Puis là, ça m'a fait, moi, un aha en me disant, c'est la même chose qui est en train de se passer du côté des interfaces homme-machine. Qu'est-ce que ton point de vue là-dessus? Est-ce que je suis dans le champ ou? Tout à fait. Tu mets le doigt sur un des fondamentaux de ce qui me donne envie de me consacrer, d'aller vers ces technologies-là. C'est qu'effectivement, je pense que le vectoriel, c'est un point de passage obligé pour aller vers l'avenir des interfaces IHM. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est très fortement contraint dans le développement, que ce soit en Windows, que ce soit en Java et autres, sur les technologies disponibles. Parce que, si on ferait un peu d'analogie, c'est, imaginons pour nos auditeurs, que les seuls outils qu'on a pour faire des images, c'est Microsoft Paint. Et je me souviens quand CorelDRAW est arrivé, qui était un des premiers produits qui permettait de faire des images vectorielles, en tout cas pour la plateforme PC, Windows, on s'entend que du côté Mac, eux, ils l'avaient déjà depuis quelques années. C'était une révolution. Parce que du jour au lendemain, on pouvait avoir des layers, de faire des choses vraiment jolies au niveau des images. Et d'ailleurs, la firme CorelDRAW est devenue archi-millionnaire parce que les gens ont acheté le produit. Donc, au niveau des interfaces homme-machine, on pourra peut-être dire, peut-être dans 15 ans d'ici, on dira, ah oui, j'ai connu l'époque où on faisait nos interfaces dans le Form Designer avec Windows Form, et les gens vont dire, t'as connu cette époque-là où c'était difficile, ardu, parce qu'il faut croire que l'outillage va aussi évoluer, puis peut-être nous rendre ça plus simple. Tout à fait. Et puis, aujourd'hui, par exemple, les graphistes utilisent massivement Adobe Illustrator, qui est la version Adobe, on va dire, de CorelDRAW, qui effectivement, pourquoi ils l'ont choisi, c'est pas juste parce que ça permet de faire des choses un peu plus wow, c'est parce qu'en termes de productivité, par rapport aux mécanismes de layer, de dégradé, d'ombre, etc., on arrive beaucoup plus rapidement, le graphiste arrive beaucoup plus rapidement à un résultat probant, quoi. Et je pense que technologie vectorielle, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que derrière l'enjeu, c'est non seulement pouvoir faire beaucoup plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très quand même, on va dire, formaté par notre vision de ce qu'est un écran. C'est-à-dire, pour un développeur, un écran, il y a des boutons, des textbox, des radio-boutons, des sliders, mais il y a une sorte de standardisation qui s'est installée de fait, qui est vraiment liée aux technologies. Et qui n'a pas changé depuis des années. Très peu. Et ça évolue un peu progressivement. La liste ou la grille a un peu évolué, mais les fondamentaux n'ont pas été remis en question, quoi. Et on a fait avec. Et alors que là, aujourd'hui, à travers Flash, alors on voit quelques illustrations avec les applications un peu wow, un peu trop wow d'ailleurs qu'il y a sur le web, mais là on sent qu'on peut effectivement réfléchir à autre chose, à une autre manière de présenter les informations, d'autres manières de saisir, et c'est un peu comme l'époque du vectoriel versus bitmap, ça ouvre plein de possibilités. On l'utilise mal au départ, et puis évidemment, on l'utilise extrêmement bien, et on se demande comment on a pu bosser sans précédemment. Un peu comme au niveau web, une page web qui est HTML avec des bitmaps, des images standards, si on la comparait à une page qui est faite en Flash, où c'est vectoriel, donc les choses peuvent bouger, les choses peuvent être plus belles visuellement finalement. Donc, on peut avoir deux formulaires, mais un peut être plus intéressant au niveau interface homme-usager. Tout à fait. Mais ça peut être trompeur, parce qu'on sait que Flash existe depuis plusieurs années, et pour beaucoup de gens, ça n'a pas livré la marchandise parce que on avait peut-être le front-end, c'est-à-dire l'aspect vectoriel, mais on n'avait pas toute la connectivité vers le back-end, vers les serveurs. C'est d'ailleurs pourquoi souvent ce qu'on avait c'était juste des petits slideshows que souvent on avait le petit bouton skip parce qu'on voulait le plus rapidement possible sauter ça pour se rendre vraiment au contenu lui-même. C'est l'origine de Flash. Le Flash à l'origine. Mais ça l'est toujours. C'est-à-dire que, en fait, dans le cas d'informatique en entreprise, il faut parler de Flex, en fait, qui est la version pro de Flash. C'est-à-dire que Flash, c'est du vectoriel, mais de manière pure. C'est-à-dire que ça sert à faire, c'est comme du CorelDRAW. Donc finalement, on peut faire un peu n'importe quoi. Et on a souvent vu n'importe quoi sur Internet. Nous, quand on fait des applications, on a besoin d'industrialiser. On peut pas réinventer le bouton à chaque fois, réinventer une textbox. Donc ça, c'est ce qu'apporte Flex. Flex, c'est du Flash avec du framework, comme .NET, comme Java. On a énormément de frameworks
pour tous pour je sais pas, l'aspect binding de données, la communication avec le serveur Java. Enfin voilà, on a besoin de toutes ces briques pour faire des applications. Donc pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu moins familiers avec tout le monde Adobe, Flex, c'est l'équivalent, puis ça existe depuis beaucoup plus longtemps, c'est l'équivalent de ce que Microsoft a annoncé avec Silverlight. Absolument. C'est-à-dire que, oui. Oui, non, mais oui, non. Disons, à 80%. Silverlight V2. Parce qu'il y a Ouais. quand même deux versions de Silverlight. Hein. Ouais. Silverlight, quand même, la stratégie de Silverlight a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au départ, Silverlight était quand même quelque chose qui était très proche de Flash, finalement, hein, et non pas Flex. C'est-à-dire que dans Silverlight, le bouton, il fallait faire un bouton, dessiner complètement un bouton. On parle de la V1 qui est disponible présentement. Voilà, la V1, c'est qui est sortie. Moi, ce qui m'intéresse, la seule que je veux retenir, c'est la V2, qui, elle, est beaucoup plus ambitieuse, donc qui est en bêta encore, et qui, elle, effectivement, embarque du framework, s'est rapprochée d'un autre framework qui s'appelle WPF, qui est encore une autre solution de Microsoft. Mais dans Silverlight V2, là, on va retrouver les contrôles, boutons, radio-boutons, sliders. Sauf que cette technologie permet aux développeurs de dire ça, c'est un bouton, et aux designers de dire voilà. Et le bouton, visuellement, c'est ça. Et justement, gérer parfaitement ce pont. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de la Fnac ou sur le site, il y a un site de Renault sur la Laguna qui a été fait en Silverlight. Par exemple, en bas, vous avez un contrôle qui affiche les pages, donc c'est un truc assez joli avec les numéros de pages qui scrollent à droite à gauche, etc. Mais vu les développeurs, si vous regardez le code, c'est un combo box. Donc c'est juste, ça permet bien d'illustrer cet aspect qui est que cette technologie-là permet de garder pour le développeur un peu les paradigmes de comportement, hein, une checkbox et un radio-bouton, ça aura toujours le même comportement, et de laisser au designer faire ce qu'il veut en termes de design. Visuellement, ça peut ressembler à n'importe quoi, dans le sens n'importe quoi. Ce qu'on veut. De façon, l'imagination, là. mais pas avec une vision péjorative, avec une vision créative. Exactement. Absolument. Donc, Et usable. C'est-à-dire Ouais. que le but, c'est pas faire que des choses très jolies qui tournent dans tous les sens. Ouais. C'est faire des choses qui permettent aux utilisateurs de comprendre très rapidement comment ça fonctionne, de rendre plus facilement utilisable l'application. Parce que c'est l'autre point de paradigme shift qu'on va voir. On a le vectoriel d'un côté, mais il y a aussi le fait que avec l'évolution de l'informatique, on nous demande toujours de créer des applications de plus en plus complexes. Absolument. La complexité peut être du côté serveur, donc en arrière, mais aussi de plus en plus, elle vient du côté en façade, donc dans la vue que l'utilisateur voit. Et à un moment donné, on va frapper les limites de l'être humain. Avant de commencer l'entrevue, on parlait justement des courtiers qui transigent à la bourse. Moi, je travaille dans une organisation financière, mais ces gens-là ont 3 écrans aujourd'hui, des écrans plasma 30 pouces, donc 150 cm chaque. Donc, ils ont l'équivalent de 450 cm par 450 cm d'écran devant eux. d'information. D'information. Qui clignotent, qui avec des couleurs. Quand même qu'on leur mettrait un 4e ou un 5e ou un 6e écran, le cerveau, à un moment donné, il sera plus capable de traiter ça. Par contre, avec le vectoriel, on va pouvoir sûrement être capable de trouver des astuces qui vont permettre que le cerveau va faire du sens parmi encore plus de complexité à l'écran. Alors là, tu mets sur le doigt sur un sujet qui, à mon avis, est quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent et qui est encore vraiment aujourd'hui au balbutiement. C'est-à-dire, on va dire presque une science sur la manière de représenter visuellement l'information. Aujourd'hui, on fait très peu de choses. C'est très rarement visuel. On s'appuie beaucoup sur du texte, quoi. L'exemple des traits durs, c'est très parlant. C'est juste du texte. Aujourd'hui, ils ont des chiffres. Et effectivement, on a évolué fonctionnellement. Donc aujourd'hui, on atteint les limites de l'humain. C'est-à-dire qu'avant, on transposait ce que l'humain savait faire à la main en informatique. Et aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin. On veut permettre à l'humain de faire des choses qu'il pourrait pas faire autrement qu'avec l'informatique. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de visuel. Sur Boursorama, il y a un endroit où on peut voir un affichage de l'évolution des cours sous forme d'une HMAP. Enfin, vous savez, les rectangles coupés en deux, coupés en deux, avec des couleurs. Bon, c'est presque anecdotique sur le site Boursorama. Mais pour moi, ça montre un peu ce qu'on pourrait faire en termes de réflexion sur la représentation visuelle des choses. Un autre exemple, c'est les moteurs de recherche. Il y a quelques moteurs de recherche qui essaient un peu, qui tentent l'aventure du visuel, vous savez, avec des liens, etc. Très franchement, il y a quelques années déjà, on parlait de moteur de recherche 3D, c'est-à-dire où on donnerait une 3e dimension. Là, on va peut-être un peu trop loin. mais le jour où, moi, je connais bien, par exemple, TouchGraph,
qui est une boîte qui réfléchit sur ces problèmes-là. Mais le jour où je peux accéder aussi rapidement qu'avec Google à quelque chose qui me présente visuellement le résultat de la recherche, mais je m'en sers. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que faut installer les plugins, c'est un peu lent, c'est trop lourd. D'ailleurs, c'est sûr que pour déplacer Google au niveau de la recherche, il faudrait, tu sais, quelqu'un pourrait avoir un avantage concurrentiel où il trouverait une façon visuelle de présenter l'information. Le challenge que cette firme-là aurait, c'est qu'il faudrait qu'il soit capable aussi de créer toute l'arrière-boutique d'engins de recherche qui est, tout à fait, qui est un beau défi, en tout cas. le mieux placé pour le faire, c'est Google. Moi, oui. J'attends qu'il le fasse. Mais et là encore, c'est du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, on réussit pas parce que c'est un véritable travail de trouver les solutions visuelles. Il suffit pas juste de mettre des ronds et des traits, enfin des ronds et des flèches pour dire ça y est, j'ai une version visuelle. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à inventer encore sur l'aspect visuel. Quand on vient de parler, est-ce que ça serait pas la définition de ce que serait l'usabilité? Ou en tout cas le métier d'être spécialiste en usabilité, ou c'est plus vaste que ça? C'est plus vaste que ça. C'est-à-dire que l'usabilité, enfin, bon, il y a plein de définitions, c'est un peu tarte à la crème, de donner la définition. Mais, on peut revenir aux fondamentaux, à l'étymologie du mot. C'est-à-dire que c'est simplement faire en sorte que l'application soit le plus facile à utiliser par un utilisateur, par un humain. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que je suis immédiatement opérationnel. Je n'ai pas besoin d'apprendre, de lire un guide pour m'en servir. Que les choses m'apparaissent très naturelles. Donc, là, on parle beaucoup de métaphores. Plus on est proche de la réalité, et mieux c'est. Un petit exemple tout simple. Sur l'iPhone, par exemple, quand on scrolle, vous savez qu'on arrive tout en bas, il y a un petit rebond. Ça a l'air d'un gadget, mais l'interface rebondit un petit peu. Mais en fait, c'est pas un gadget. Ça donne au téléphone un comportement naturel, plus humain en fait. Et c'est des petits détails comme ça qui jouent sur les habiletés de l'application. Parce que nous, on a besoin, les êtres humains, d'avoir un contexte. Puis le rebond, ça donne un contexte que t'es arrivé à la fin. Voilà. En fait, alors sur l'usabilité, il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que l'usabilité, c'est un savant équilibre entre de l'innovation et du standard. C'est-à-dire que les gens ont des standards en tête. Quand on fait du web, par exemple, voilà, le bac, c'est devenu un standard. Donc il y a tout un ensemble de standards qu'il faut suivre. Quand vous faites une IHM qui fait fi de tous ces standards, vous perdez vos utilisateurs. Parce les êtres humains ont besoin de cohérence. Donc le standard, ça leur donne une certaine cohérence. Absolument. Et le standard permet qu'ils ne réfléchissent pas sur votre application. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose de nouveau, il faut réfléchir un peu sur comment ça marche, d'accord. Et votre but, c'est pas que l'utilisateur passe du temps à réfléchir sur comment fonctionne votre GUI. Votre but, c'est que l'utilisateur passe du temps à acheter si vous êtes sur un site de commerce ou à obtenir l'information qu'il cherche sur un moteur de recherche. Donc tout l'art, c'est de faire une interface qui finalement utilise le moins possible le cerveau. Ça, il y a un bouquin de Ken Beck qui est très bien, qui reprend, qui illustre très bien cette démarche. Et puis inversement aussi, innover quand il le faut. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cas de figure où il faut réfléchir et innover sur une manière de présenter les choses parce que on est les premiers à les faire, ou on est les premiers à faire l'effort de créer de la valeur sur une certaine représentation de données. Enfin voilà. Donc c'est ça. Si vous faites que de l'innovation, vos utilisateurs ils comprennent rien à votre interface, et on a plein d'exemples sur le web de ça. Puis, et si vous faites que du standard, finalement votre application elle fait elle ressemble à ce qu'on a en entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire et puis on fait énormément de clics, les passes, on a une perte de productivité, il y a beaucoup de choses. Donc faut être au milieu, entre ce qu'on a l'habitude de voir et de l'innovation quand c'est utile. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avec les technologies Microsoft, si on voulait faire des interfaces vectorielles, on commencerait par quoi? Ou avec quelle technologie quelle technologie on utiliserait? Avec les technologies Microsoft. Aujourd'hui, il y a deux possibilités en fait. Il y a deux paradigmes aujourd'hui. Il y a le web et le non-web. Moi, j'aime bien la définition web-based et disk-based, parce que RIA, RDA, les frontières sont de plus en plus floues. Mais en gros, voilà, si j'ai une application à mettre à disposition à travers le web, aujourd'hui, c'est clairement Silverlight qui va être la solution. Si par contre je suis sur un mode d'application desktop, alors la différence c'est qu'il y a une très forte intégration avec mon bureau, il y a des associations de fichiers, je vais avoir des widgets, ça va se mettre dans le trait icône, donc voilà, une application qui vraiment s'intègre à mon poste de travail, beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec le web. Là ça va être plutôt WPF.
Donc WPF est plus avancé que Silverlight. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple à Octo, on a des projets WPF. Il y a des clients qui utilisent ces technologies-là pour faire des applications plutôt dans l'industriel par rapport à nous, à nos références. Mais voilà, c'est parfaitement opérationnel. C'est intégré au framework 3.0. C'est déployé dans Vista. Donc on peut aujourd'hui, les gens qui ont Vista, on peut leur déployer une application WPF. La grande différence entre Silverlight et WPF repose sur la même base, mais la différence, c'est que WPF va donner le 3D, ce que tu n'auras pas du côté oui, Silverlight. alors, WPF a plus de possibilités. Le point commun, c'est XAML. Donc c'est cette description XML du vectoriel. Le point commun aussi, c'est que c'est la même technologie vectorielle. Voilà. Sauf que, effectivement, Silverlight, il a un périmètre un peu plus réduit parce qu'on peut, voilà, tout n'est pas utile sur le web, en tout cas pour le moment. Donc effectivement, WPF va un peu plus loin et ajoute la partie 3D qui est utile. Par exemple, il y a aujourd'hui déjà certains jeux. Je vais pas vous dire que le moteur graphique du jeu est entièrement fait en WPF, mais au moins tout ce qui s'appelle la partie menu, navigation, paramétrage, énormément de jeux s'appuient maintenant sur le framework, sur cette technologie WPF pour faire toute cette partie-là, parce que voilà, ça fonctionne bien. Effectivement, c'est intégré à DirectX ou à OpenGL. Puis c'est très productif. Les outils permettent d'aller très rapidement. Donc, quelqu'un qui est dans l'univers Microsoft, qui voudrait vraiment se familiariser avec le vectoriel, le chemin de base, c'est d'apprendre les fondements de ce qu'est WPF. Oui, je pense que, WPF, c'est l'avenir du développement d'applications riches sous Windows. Donc c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, je sais pas quel est le pourcentage, mais on a à peu près tous des PC. Désolé pour ceux qui ont des Mac, mais voilà, le marché c'est plutôt ça. Voilà, il suffit d'aller à la Fnac, dans n'importe quel magasin, on voit les rayons, mais il n'y a pas photo, quoi. On a plutôt des PC. Donc voilà, la plateforme aujourd'hui pour faire des applications, c'est du PC. Et surtout en entreprise. En entreprise également. Alors en entreprise, il y a quand même aujourd'hui un gros pari qui a été mis sur Java. C'est-à-dire qu'il y a énormément de développement Java à travers le multiplayer. Mais finalement, à la fin, ça tourne sur du PC également. Ouais. Donc, tout ce qui est les postes clients sont tous PC. Les postes clients sont PC. C'est la partie serveur qui est... J'irais même plus loin. Aujourd'hui, vous achetez un PC dessus, vous n'avez pas de Java ou du C#. Aujourd'hui, c'est du C++ massivement. Donc voilà, il y a l'informatique en entreprise, c'est une chose où là, on est vraiment aujourd'hui, on est allé vers la génération suivante qui sont les langages objets, technologies objets, les frameworks, donc Java, C#, .NET et SDK Java. Et puis de l'autre côté, il y a le monde de l'industrie logicielle qui continue à utiliser massivement C++. Moi, chez Mobibucket, on faisait surtout du C++. Donc, en Windows, ça veut dire du Win32. Un truc qui date depuis un bail. Je crois que c'est 96. Il y a eu Win16 en plus, entre Win16 et Win32, il n'y a pas d'énorme différence. Et comme vous disiez, on est dans le monde du bitmap, du pixel, on n'est pas du tout dans le monde vectoriel. Mais c'est encore le marché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sent quand même que, là encore, faire des applications comme, je sais pas, Picasa, voilà, quand il faut faire des animations, c'est super cher à faire en Win32. Les animations, les effets, on peut le faire, il y en a qui le font, mais ça coûte super cher. Donc on a besoin d'autres choses, pour réduire les coûts. Alors, c'est ce qu'a fait Mac. Apple, quand ils ont récupéré la technologie de Next Step, qui date depuis un bail, et qui a donné donc macOS 10, et on a vu une formidable évolution des applications sur ces postes-là. C'est comme ça que Apple a réussi à convaincre, on va dire, le home consumer, avec des applications comme iLife, iPhoto, qui sont pas des applications en 3D, etc., super wow, mais qui ont des comportements fluides, simples, qui font que c'est extrêmement agréable à utiliser. On voit qu'il y a eu du temps qui a été passé à designer ces interfaces-là. Absolument. Et derrière, la technologie qui tourne, c'est Quartz. C'est une technologie vectorielle. On n'en parle pas beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de Silverlight, de Microsoft et Adobe. Mais Apple, lui, a fait cette migration. Depuis déjà une dizaine d'années. Alors, depuis un bout de temps, encore plus longtemps si on remonte à Next Step. Next Step, c'est 86. Voilà, c'était déjà du post-it à l'époque. J'étais au MIT et j'avais eu la chance de travailler sur un Next Step, un Next à l'époque. Moi, j'ai acheté la licence Next il y a très longtemps, en sortant d'école. Donc, je suis un des rares malades mentaux en France à avoir acheté une licence. Mais la machine était tellement belle, était le design. Et j'ai eu la chance qu'à mon école, à l'Épitard, il y avait une salle avec quelques Next. Donc,
j'ai pu un peu travailler sur ces machines-là, mais c'était une machine formidable. Mais voilà, donc dès le départ, Steve Jobs avait cette vision que il fallait une technologie vectorielle pour pouvoir faire ce que je veux en termes d'usabilité. Je dis pas que on peut pas faire d'usabilité sans vectoriel. On peut faire de l'usabilité avec le web. Oui, bien sûr, il faut en faire, on en fait pas assez. Mais voilà, pour aller plus loin et surtout pour faire ça avec des coûts raisonnables, les technologies vectorielles sont nécessaires. Aussi bizarre que ça peut sembler, ça te prend plus de capacité pour être en mesure de peut-être arriver avec des interfaces plus simples. Alors, on parlait des produits Apple comme iLife et tout. Puis je pense que pour répondre aux besoins des êtres humains, un être humain en règle générale, ce qu'il veut, c'est que il recherche de l'esthétisme, mais il recherche beaucoup de simplicité. Parce que la complexité pour rien, tu sais, des feux d'artifice qui sautent à l'écran, ça ne permet pas de pouvoir rapidement trouver ses photos, par exemple. C'est bon à rien. Et puis c'est pas simple faire la simplicité. Alors ça c'est un des grands paradoxes de l'usabilité, c'est-à-dire que et c'est un truc qui est un peu difficile à faire passer, c'est-à-dire que paradoxalement, plus ça paraît simple pour l'utilisateur, et plus il y a du boulot pour les architectes et les développeurs. Alors que souvent, à cause du HTML, je pense qu'on fait souvent un parallèle entre si c'est simple au niveau techno, ça sera simple pour l'utilisateur. Et je pense que ça c'est faux. J'aime bien l'exemple par exemple de la recherche. Très souvent, en application de gestion, on a des recherches multicritères avec des écrans là, ça qu'on faire. Bon, quand on commence à proposer une recherche générique, c'est-à-dire que en fait, plutôt que de renseigner les critères, ils tapent ce qu'ils cherchent un peu à la Google, et c'est à nous derrière de faire le tri, d'aller chercher sur les contrats, sur les clients, sur les événements, sur les appels téléphoniques, et puis de sortir des listes en fait un peu ordonnées. C'est ce qu'on a sur les sites de commerce, à la Amazon, où je tape, pommes, et je vais avoir des livres sur Apple, des livres des cuisines, des articles couleur pomme, voilà, et c'est bien trié, donc, ça c'est du boulot. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Parce que il faut que tu ailles une sémantique en arrière. Il faut une sémantique, il faut que j'agrège, il faut que je présente, que j'ordonne, que je trie. Voilà, donc là il y a 10 fois plus de boulot de développement. Mais c'est comme ça que je crée de la valeur au niveau utilisateur. Et pour lui, une fois que vous faites ça, lui il voit pas la partie. C'est ça l'ingratitude, c'est que l'utilisateur lui va râler quand c'est pas bien. Quand c'est bien, il va pas dire que c'est bien. Pour lui c'est normal quand c'est bien. Et puis il va pas comprendre parce que c'est tellement simple, il y a juste un text box et un bouton. Absolument. À l'écran, mais en arrière c'est tellement complexe. C'est très Mais c'est la même chose qu'on vit par exemple. Je sais pas j'ai lu ça quelque part, mais quelqu'un disait si vous me donnez plusieurs journées pour expliquer quelque chose, je me prépare pas. Si vous me dites vous avez juste quelques heures, je vais préparer peut-être un PowerPoint. Si vous me dites vous avez 1 heure, je vais travailler probablement 1 mois sur mon PowerPoint. Si vous me dites vous avez 5 minutes, donnez-moi 4 mois, 5 mois, parce que moins j'ai de temps, plus ça doit être concis, plus je dois arriver à l'essentiel. Et l'essentiel, aussi bizarre ça peut se sembler, ça demande une réflexion. Et absolument. Et donc c'est là où est tout l'enjeu de l'usabilité pour les équipes de dev. C'est-à-dire que il faut, je pense, que les équipes de développement aient cette culture de l'usabilité complète pour justement pouvoir correctement évaluer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, avoir une vraie réflexion sur les coûts qu'il y a derrière. Enfin, on a souvent ça sur les projets où d'un côté on a des designers, des ergonomes qui travaillent avec les équipes marketing, qui font un cahier des charges qui contient souvent des idées géniales en termes d'usabilité, mais qui sont complètement transformées, même saccagées, on va dire, par les équipes de développement, parce que derrière, il y a la faisabilité technique, il y a les coûts, les priorités, ça va être pas les mêmes. Donc souvent, on a un gâchis entre l'idée qu'il y avait à l'origine et puis ce que finalement le développeur, l'équipe de développement va réaliser. Donc je pense que pour résoudre ce problème-là, il faut que l'équipe de développement, elle aussi, soit impliquée dès le départ dans ses réflexions en termes d'usabilité. Alors voilà, c'est des idées, il y a encore un chemin énorme avant d'arriver à faire ça. Donc ce métier-là d'ergonome ou de spécialiste en interface usagée est fort bien implanté dans les équipes web. Est-ce que tu vois que à l'avenir, ce métier-là va être aussi implémenté dans les équipes de développement d'applications d'entreprise? Alors aujourd'hui, ça l'est pas. Moi, je suis convaincu que oui. Pour plusieurs raisons. Il y a pas mal de choses qui ont changé pour un utilisateur. Jusqu'à maintenant, dans une entreprise, très souvent, un utilisateur, il avait une application à utiliser. Voilà, je suis dans une banque, une assurance, là, j'ai une grosse appli, je m'en sers toute la journée. Ça a changé.
aujourd'hui, 10 ans plus tard, aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont N applications à utiliser. Ouais. Et même, je prends une banque, ma chargée de clientèle, elle a N applications à utiliser, même si ces applications ont toutes été faites par les DSI, enfin les services informatiques de sa banque, ces applications sont hyper différentes. Ouais. Ça, enfin, vous l'avez déjà vu. On gagne, malheureusement, voilà, même si c'est fait par presque la même DSI, on se retrouve avec des applications qui sont hyper différentes. Donc voilà, ça devient problématique. Donc du coup, avoir un mode d'emploi ou partir en formation une semaine pour chaque application, c'est plus possible. Donc l'usabilité, même pour les applications, devient fondamentale. Simplement pour permettre à mes salariés de faire correctement tous les métiers que je leur demande de faire. On va dans un métier, on est de plus en plus pluridisciplinaire dans sa vie de tous les jours. Il faut aussi se poser la question, quel est l'impact l'appartenance quand tu travailles pour une firme est fondamentale sur tout le lien de bonheur puis de créer de la valeur vraiment pour une entreprise. Mais quand dans la journée tu travailles avec des applications disparates, très moches, puis le soir t'embarques sur ton PC et tu surfes et tu te retrouves sur des sites d'Amazon et compagnie où tout est bien fait et tout. Tout à fait. Quand tu retournes au travail le lendemain, tu peux pas faire autrement que te dire, mais dans quel film, est-ce que je suis avec des gagnants ou avec des perdants? Alors ça c'est tout à fait vrai. Le deuxième point, c'est que effectivement, je pense que en ce moment, l'utilisateur lambda est en train de s'éduquer très fortement sur les habiletés. Et j'adore cet exemple qui est qu'effectivement, je reprends la banque. Voilà, la journée elle travaille, elle utilise des applications qui sont pénibles, qui donnent mal au crâne de la journée. Enfin, mais j'exagère pas. Faut voir les applications qu'on rencontre dans ces. Ouais. Donc derrière, quand elle rentre chez elle, ou il rentre chez lui, et qu'il fait du YouTube, du Facebook, du Flickr, qu'il embarque sur son Xbox, sur son Wii. Ces utilisateurs ont de manière flagrante le fait que c'est pas la technique qui fait que l'application est mauvaise, c'est que on peut faire avec la même technologie des super applications. Donc ça met en exergue le fait que effectivement après qu'on revient au travail, on se dit mais cette société elle m'aime pas, elle me respecte pas, elle fait rien pour moi. Enfin, et ça je pense que c'est un phénomène de plus en plus fort, c'est-à-dire que une société comme une boîte de télécom, je ne donnerai pas de nom, mais qui joue vachement sur l'innovation, la modernité, etc. Ça devient intenable que les applications que ces salariés utilisent tous les jours soit pas cette image-là, soit l'antithèse de l'image que la société s'est créée. Donc voilà, là il faut changer les choses. Alors ça veut dire ça passera par du budget consacré par les DSI là-dessus. Mais comment ce déclic-là va se faire? Est-ce que ça va se faire par la base ou par en haut? Je peux peut-être me permettre une petite anecdote de quelque chose que j'ai vécu il y a 1 an. Parce que moi, je pense qu'un des enjeux, c'est que la clientèle, elle aussi, on parle de l'employé qui voit l'interface, mais de plus en plus, la clientèle aussi voit. Moi, il y a 1 an, j'étais en train de renouveler pour une hypothèque. Donc, je suis à ma banque. Et toutes les choses vont bien, mais elle doit remplir en ligne quelques informations pour me trouver exactement le montant que ça va me coûter au mensuel. Puis elle est dans un écran, c'est clair, moi je suis informatique, je regarde ça, je sais qu'elle est branchée sur un central parce qu'elle a un bel écran vert. Donc un écran texte là. Un écran texte mais qui roule dans une interface Windows parce que essentiellement c'est du 3270. Puis là je me dis OK, cette banque-ci, elle travaille du 3270. Donc déjà ça me donne un peu une idée d'où est-ce qu'ils sont en fait d'évolution. Et la pauvre personne, a fallu qu'elle se reprenne à 4 ou 5 reprises parce que l'application, il y avait eu une nouvelle livraison dans le dernier mois et elle était en vacances, donc elle n'avait pas suivi l'information et on avait changé quelques champs. Et j'ai poireauté pendant au moins une dizaine de minutes parce qu'elle se trompait et tout. Et la personne était très polie parce un bon Québécois aurait probablement sacré puis tempesté après. Mais elle restait polie parce qu'elle savait qu'elle avait un client devant elle. Mais je la voyais fulminer par en dedans, parce qu'elle aussi savait qu'elle perdait son temps. Donc, à quelque part, peut-être que moi, je suis un client éduqué en usabilité, mais c'est pas vraiment vrai. Tous les gens maintenant savent c'est quoi l'usabilité quand ton téléphone, c'est un iPhone, et que tu sais qu'est-ce que tu peux faire, et que tu vois la banque qui est encore à l'âge préhistorique, t'as peut-être envie de dire, je peux peut-être aller voir une autre banque. J'ai vécu à peu près la même anecdote il y a pas si longtemps que ça. Je suis allé voir ma banque, pour avoir une simulation de PEL. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais
c'est un plan épargne logement, donc il y a un truc un peu compliqué avec les intérêts, ça permet d'avoir un prêt à taux préférentiel pour acheter une habitation. Alors sur internet, on trouve des simulateurs de PEL très bien foutus, bon, mais je suis allé à ma banque parce qu'elle avait les bons chiffres et elle a galéré avec son application, elle s'en est pas sortie. Et effectivement, ça donne une impression mais catastrophique. Moi, je vais sur internet avec un petit coup de Google, je vais trouver des simulateurs très bien faits. Je vais voir ma chargée de clientèle, elle est incapable de me faire la même chose. C'est supposé d'être son domaine d'expertise. Une banque qui est pas capable de calculer un PEL, ça n'a comme pas de sens. Un autre exemple qui pousse un peu l'idée que ça va commencer par la base. Les agences de voyage. Aujourd'hui, il y a des sites quand même de voyage grand public qui sont très bien faits, où on peut presque voir visuellement son trajet, etc. Nous au Canada, c'est Expedia. Je sais pas, vous avez sûrement l'équivalent. Oui, mais par exemple aujourd'hui, un exemple, quand vous choisissez un vol, vous pouvez dire maintenant, je suis prêt à modifier mes dates à 3 jours. Et après, vous avez un tableau avec tous les tarifs possibles, avec des couleurs, et ça permet de repérer que si je pars 2 jours avant, pouf, je gagne 200 € sur le vol Paris-New York. Trouver la meilleure offre. Vous allez demander la même chose dans une agence de voyage. Eux, ils utilisent pas ces applications-là. Ils utilisent des applications qui ont coûté beaucoup plus cher d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle fait, alors elle essaie 21, 22, 23, le retour. Alors 21, retour 27, non ça marche pas. 21, retour 28. Et elle va passer un quart d'heure à faire ce que vous, en un clic, vous avez fait sur le site Expedia, etc. Ouais. Donc, il y a un décalage qui est de plus en plus énorme, quoi. Un autre exemple où on le vit aussi, c'est, puis Outlook a quand même aide un peu à simplifier ça, mais pas tout à fait. C'est juste céduler une rencontre en entreprise avec 6 ou 7 ressources fort occupées, que leur agenda est presque plein. Maintenant, on peut dire dans Outlook, essaie de me trouver un trou où tout le monde est libre. Mais avant ça, c'était la galère, Fallait se promener, ok, on va aller voir là. Absolument. Enfin, voilà. Donc, il y a le B2C, ce qui est génial, c'est que lui, ici, moi, j'aime bien aussi prendre l'exemple, la métaphore de Darwin. C'est-à-dire que le B2C, il y a une concurrence acharnée, et donc, celui qui est mauvais, qui est moins bon que les autres, meurt. Donc, c'est un peu comme Darwin. Du coup, c'est comme ça qu'on obtient les meilleures espèces. Dans l'entreprise, il n'y a pas ça. Dans l'entreprise, quand je fais l'application qui va gérer telle chose dans l'entreprise, j'ai pas de concurrent, c'est que celle-là. L'utilisateur, il a pas le choix, il peut utiliser que celle-là. Donc Darwin s'applique pas. Donc si l'application est médiocre, elle est médiocre et on tolère, on n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec. Donc, et ce que je trouve intéressant dans le B2C, c'est que la visibilité qu'ont les gens sur ce qui se passe, donc on va dire l'excellence qui se crée au niveau B2C, rebondit aujourd'hui de plus en plus sur le B2B. Parce qu'on arrive à faire les transpositions. Et beaucoup de métiers fonctionnels qu'on avait en B2B se retrouvent aujourd'hui en B2C. Donc, on peut faire la comparaison. Alors, ça, c'est, je pense, ce qui permettra de créer une sensibilisation au niveau de la base. Mais il y a un autre axe, et ça, c'est là où nous, Octo, on essaie de jouer, c'est que on a aussi un travail, on se doit de sensibiliser les DSI, les chefs de projet, les équipes informatiques, le management de l'enjeu. J'aime bien faire le parallèle avec l'architecture. Vous savez, nous, à Octo, quand on a démarré l'architecture, c'était il y a 10 ans. Quand il y a 10 ans, on disait Octo Technologie, cabinet d'architectes en cette formation, ça faisait un peu pompeux parce que l'architecte, ça existe. Il n'y avait pas d'architecte sur les projets, c'était un peu, Aujourd'hui, pour regarder un CV, il n'y a pas un CV où il n'y a pas marqué architecte. Il y a développeur, je suis architecte. C'est devenu, il n'y a pas un projet. La façon la plus simple de devenir architecte, c'est écrit architecte sur ta carte d'affaires et t'es maintenant architecte. C'est d'ailleurs triste et dangereux parce que n'importe qui s'improvise architecte. Absolument. Et c'est devenu un point de passage obligé. Moi, il n'y a pas un projet où à un moment, on fait un vrai travail d'architecte sur le projet. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Et je pense que l'ergonomie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, mon sentiment, c'est ma première impression, c'est mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas sur les projets? C'est pas, je ne me pose plus la question de savoir est-ce que ça sert ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas? Et l'architecture, c'est un peu pareil. Comment on peut imaginer qu'il y a 10 ans, l'architecture n'était pas traitée à part entière sur les projets? Alors il y avait des développeurs architectes qui étaient architectes sans le savoir, mais c'était pas identifié en tant que tel. Donc je pense que on doit faire à peu près le même travail au niveau des managements, des équipes de dev, pour en faire un vrai sujet. Jacob Nielsen, qui est un peu qui a une vision, alors eux c'est vraiment des baroudeurs de l'ergonomie, ça fait un bout de temps qu'ils font ça.
ils sont peut-être pas forcément à jour par rapport à ce qui se passe là, ces dernières années en termes d'ergonomie haute, mais en tout cas, il a une approche très simple qui est de dire qu'en gros, il faut au moins dépenser 10%, enfin voilà, 10% des budgets développement sur l'ergonomie, ça donne de très très bons résultats. C'est un chiffre énorme dans le sens où aujourd'hui il est quasiment à zéro, donc c'est énorme. Mais 10% c'est pas grand chose. On met bien plus dans les tests par exemple que dans l'ergonomie. Donc ça vaut le coup de le faire. Et la valeur que l'on crée pour l'utilisateur, elle est incroyable. Enfin, elle est énorme. C'est-à-dire entre une application qui est reçue comme pénible par l'utilisateur et une application qui en fait sait se faire oublier par l'utilisateur, mais la différence elle est énorme. Oui, et souvent, si on parle de budget, on court le risque aussi que l'application soit carrément refusée par l'utilisateur. Absolument. Donc là, c'est des coûts énormes. Là, on doit revenir à la planche sur la planche à design, puis donc c'est des coûts importants. Donc si on met ce 10% là au départ, on court moins de risques. Tout à fait. Alors surtout que ces dernières années, parce que ce qu'on jette, c'est l'IHM quand même. Enfin, c'est pas tous les services. Mais si vous regardez un peu l'évolution des applications en ce moment, la part des coûts de développement consacrés à l'IHM, alors je mets l'IHM entre côtes, parce que à IHM, on accroche aussi beaucoup de services IHM. On a parlé de la recherche, par exemple, tout à l'heure, ou des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de développement back, on va dire. Mais on les fait pour répondre à un besoin IHM. Donc voilà, je les mets un peu dans la même enveloppe. Mais ces coûts-là, ils sont devenus de plus en plus très importants, surtout avec des technologies comme Ajax et HTML qui coûtent très cher. On peut faire plein de choses, mais ça coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque de VB6 quand même, hein, soyons honnêtes. Donc les coûts sont importants. Donc quand on fait un projet où effectivement on fait un pari sur l'IHM et qu'au bout de 2 ans on se prend une gifle du utilisateur final qui dit j'en veux pas, c'est beaucoup d'argent qui part à la poubelle aujourd'hui. Alors qu'avant c'était juste un peu de HTML. Aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. Mais est-ce que ça se pourrait aussi que les DSI sont peu sensibilisés parce que l'outillage que les grands joueurs comme Microsoft, puis du côté d'IBM, l'outillage qu'on nous fournit est pas encore tout à fait au point pour permettre le travail conjoint des designers ou des spécialistes en usabilité et le développeur. Je vais juste prendre l'exemple aujourd'hui si je prends Team System, qui est la plateforme qui permet de travailler en équipe, offerte par Microsoft. Il existe aussi, Microsoft a fait un outil pour être capable de pouvoir justement travailler avec les WPF. J'oublie le nom de Expression Blend. Ça n'a pas été, en tout cas le focus dans la version 1 n'a pas été de dire on va faire que ça soit fortement intégré et tout, parce que justement c'est comme ces deux mondes, puis les fabricants d'outils ne semblent pas même vouloir promouvoir ça à court terme. Donc on peut peut-être lancer la pierre aux gens de la DSI, mais eux ne font que répondre à ce que, parce que souvent les gens de la DSI sont éduqués par les grands fabricants. Oui, alors c'est un sujet très compliqué, c'est-à-dire que effectivement, on a deux mondes. On a les designers, enfin même on va dire designers ergonomes, et puis d'un côté les développeurs. Et effectivement, il y a alors ce problème-là, il y a Adobe qui le vit dans un sens et Microsoft dans l'autre. C'est-à-dire que Adobe aujourd'hui, il n'a pas à faire de ses preuves au niveau des graphistes et des designers. Ah ben non. Voilà. Ils sont tous sur leur outil. Voilà. Oui, c'est le standard. C'est le standard. Par contre, voilà, faire rentrer du Flex, de l'air et du Flash dans les équipes de dev, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est pas du Java, c'est pas du C#, c'est un nouveau langage. Alors Flex, c'est quand même de l'Eclipse, donc c'est pas. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de nouveautés. Par exemple, je suis sûr que notre auditoire, qui est principalement des développeurs, si on ferait un petit sondage, je vais me lancer, là, peut-être que je suis dans l'erreur, mais je serais pas surpris qu'il y ait juste un auditeur sur 10 qui soit familier avec du développement Flex. Qui a déjà entendu le terme, peut-être que là, on aurait la moitié de nos auditeurs, mais qui vraiment a déjà touché à du Flex, probablement 1 sur 10, et peut-être que je suis généreux. 1 sur 10, ouais, parmi notre auditoire .net, là. Alors, par rapport aux équipes de dev en entreprise, oui, le taux est très faible. Si vous allez sur les équipes de dev de site B2C, le taux est beaucoup plus important, quoi. Ouais. Donc là, il y a un brassage. Mais aujourd'hui, on a du mal, alors, que ce soit Adobe ou Microsoft fait un choix qui est un peu radical, qui est de dire, pour les développeurs, j'ai la gamme Visual Studio, donc T-System, etc. Et pour l'autre monde, les designers, j'ai la gamme Expression. Et aujourd'hui, on a un mur entre les deux. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi, ma démarche, d'ailleurs, elle est plus sur une fusion des genres. C'est-à-dire que l'idéal, c'est quand même avoir un développeur qui est bon
en ergonomie et qui est pas nul en design. Alors, bien sûr, le mouton à 5 pattes, mais regardez en web, les bons, les meilleurs à faire des sites web, c'est en fait des gens qui savent, qui ont une partie, un axe créatif et un axe technique où ils maîtrisent très bien les technologies. C'est ces gens-là les plus efficaces. Si ça peut te réconforter, mais probablement que tu es déjà au courant de la chose. Je sais que dans la prochaine version de produits Team System, la gamme Expression et Team System vont fonctionner main dans la main. Et entre autres, avec Expression, on va être capable de garder nos artefacts qu'on crée là en gestion de code source, qu'on peut pas aujourd'hui. Ce qui est aussi une certaine aberration. On va vivre une fusion. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, moi, quand je fais une application WCF, il faut que je switch sans arrêt de Blend à Visual Studio. Ce qui est, c'est chiant. Enfin, ça répond pas à mon besoin. Donc, c'est pas la bonne voie par rapport à mon toi, c'est fortement indiqué. Donc, après ça qu'on se demande comment ça se fait que les directeurs de DSI voient pas la nécessité de pouvoir amener des spécialistes en usabilité dans leur équipe. Ben, c'est tout simplement parce que les promoteurs, les Microsoft de ce monde, ne font même pas cette promotion-là. C'est vrai qu'il n'y a pas la solution clé en main. C'est-à-dire que oui, il y a encore, c'est encore un effort pour une DSI de dire je vais aller vers l'usabilité. Les gens aimeraient avoir, on prend un framework et ça améliore tout. L'usabilité, ça passe aussi par des compétences humaines. C'est-à-dire que il faut, pour une société qui veut effectivement améliorer l'usabilité de ses applications, qu'elle ait dans ses équipes, qu'elle fasse monter dans ses équipes cette compétence d'expertise sur l'usabilité. Ça passe pas que par les outils. Et ça, même à Octo, c'est pas évident. Comment embaucher des ergonomes? Les ergonomes, c'est quand même pas des techniciens. C'est plutôt des gens qui ont fait des études linguistiques, qui sont des experts de sciences cognitives. On est très loin des geeks. C'est un autre métier qui est en train d'être défini, là. Mais moi, je vais amener un point de vue. Quand j'ai fait ma maîtrise, je suis allé prendre des cours en ergonomie. À l'époque, parce qu'on avait un spécialiste en ergonomie qui avait travaillé à la NASA, donc un expert mondial qui était à mon université, donc je dis je vais y aller. Puis ce qui m'avait surpris, c'est que c'était 90% féminin dans le cours. Donc, doit-on s'attendre que le fait d'amener de l'usabilité va peut-être amener beaucoup plus de femmes dans nos équipes et un monde plus normal, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est anormal qu'on soit à 98% masculin. Je vais pas dire le contraire. À Octo, il y a une consultante sur 90 quasiment. Oui, on est sur dans le monde des architectes, c'est vraiment très masculin. On est sur un monde dramatiquement masculin et si c'est dramatiquement masculin, c'est parce que ça plaît pas. Parce que l'aspect humain est pas... Notre approche de la technologie ne plaît pas à gens féminines. Et quelque part, ça veut dire... on fait un peu philo là, mais ça dénote qu'on répond pas vraiment aux besoins d'une humanité, entre guillemets, sur l'informatique. C'est-à-dire, il manque une touche féminine. Alors, je veux pas tomber dans l'excès inverse. Non, mais parce effectivement, je pense moi, sur les projets, les meilleurs chefs de... c'était il y a longtemps, mais chez Atos, les meilleurs chefs de projet. Donc, quand on parle de chef de projet, c'est d'abord de l'humain, finalement, avant que de la techno. Les meilleurs chefs de projet que j'ai rencontrés, c'était des femmes. Parce qu'elles sont plus sensibles, bref. Et je pense qu'effectivement, sur l'aspect usabilité, une des clés, c'est une démarche user-centrique. Alors que nous, geeks, on est plutôt techno-centrique. On pense immédiatement à la technologie. Donc c'est vachement différent. Et donc, je pense que on peut pas être tout l'un. C'est-à-dire que on est quand même dans l'informatique, c'est quand même quelque chose où la matière première, donc nos technologies, c'est fondamental. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est la technologie qui dicte les coûts. Donc on peut pas faire abstraction. Si on oublie la partie techno, ça marche pas. On le sait, ça marche pas. Et inversement, qu'on fait que de la techno, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Java, j'ai du mal, et j'aurais toujours du mal. Mais qu'on fait que la techno, on passe à côté d'énormément de choses qui créent de la valeur sur les projets. Donc oui, moi j'ai commencé à rencontrer beaucoup, je commence à connaître la communauté des ergonomes françaises, surtout à travers une association qui s'appelle Designer Interactif, une association française très active qui essaie de regrouper un peu tous ces métiers de designer, de directeur artistique, etc. Et c'est un monde très très féminin, effectivement, où la valeur principale c'est la compréhension de l'humain. Faire une application usable, c'est d'abord comprendre les besoins de l'utilisateur final, comprendre comment il fonctionne, comprendre ses attentes, parce que si on n'a pas compris ça, on peut pas
on peut pas par magie répondre correctement à ces besoins. Mais donc là, tu amènes un point où est-ce qu'il y a une certaine intersection entre la fameuse compréhension des exigences, des besoins des utilisateurs, qui vient en complément, ou en tout cas, si on ferait vraiment notre travail comme il faut de gérer bien les exigences des utilisateurs, on devrait tenir en compte toute la partie Mais usabilité. pas nécessairement, parce que présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les exigences d'un point de vue informatique. Ouais. Uniquement, on regarde, bon, mais il faut que tu rentres, par exemple, tu saisisses le nom, prénom. Fonctionnel, quoi. Et, Purement fonctionnel, exactement. business process. Ouais. Voilà. On demande pas. J'ai besoin de pouvoir faire de la recherche multicritère, puis là, on définit des critères en détail pendant 4 pages, mais on ne dit jamais l'autre type de besoin que l'utilisateur voudrait que ça soit simple. Mais- Donc là, on leur fait des interfaces avec 28 tables. Encore plus simple. Qui donne les noms, très souvent dans les applications de gestion, qui nomme les champs, les boutons, les menus? C'est notre Les techie, c'est le développeur au bout de la ligne. C'est très souvent développeur. C'est hallucinant, quoi. Mhm. Non, mais voilà, c'est les faits. Alors des fois, on a des docs faits par les équipes marketing ou maîtrise d'ouvrage où on reprend le vocabulaire, mais simplement définir le vocabulaire de l'application. Ouais. C'est pas au développeur, c'est pas à nous de le faire. Mhm. Ça doit être récolté auprès de l'utilisateur. C'est eux qui ont leur monde. C'est ce monde-là qu'il faut. On n'a aucun gain à faire changer le vocabulaire de l'utilisateur final. Ça apporte rien. On gagne rien à faire ça. Parce à part que du temps. l'application est au service de l'utilisateur. Absolument. Et voilà, un truc aussi simple que ça, on le fait pas. C'est pas la mer à boire à faire. C'est très simple à faire. Mhm. Hein, il y a 2-3 pratiques très simples avec des post-it. Et bon, on le fait pas. Donc, ouais, c'est tout un ensemble comme ça de pratiques qui sont pas des choses super complexes. C'est bien plus simple. Les pratiques d'ergonomie de usability, c'est bien plus simple que, je sais pas, la pratique du pair programming en XP, Ouais. qui est un truc Mais- plus dur à mais- faire comprendre aux gens. Mais Rick, je t'écoute, puis je sens un peu le même difficulté qu'on va vivre, nous, par exemple, le passage d'un monde procédural vers un monde orienté objet, où on demandait aux développeurs de se tourner quasiment à 180 degrés. Puis on restait dans la technique à ce moment-là, mais c'était difficile. Je connais encore des développeurs qui n'ont jamais fait le passage. Mais si en plus on dit maintenant aussi on va se retourner à 180 degrés pour devenir user-centric, ou en tout cas avoir un intérêt plus marqué vers les êtres humains et moins vers la technologie, il y a beaucoup de développeurs qui seront pas capables de faire le saut, mais probablement que c'est correct parce qu'on ne demandera pas aux développeurs de faire ce rôle-là, on va juste créer des nouveaux rôles dans les équipes. Alors, ça, je suis moins convaincu que je crois pas que ça me semble beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le passage vers les langages objets, c'est quand même de l'abstraction. Donc là, on est sur des maths. Voilà, c'est quand même de l'intellect. Hein, Ouais. Et d'abord, non seulement tous les développeurs ne savent pas le faire, mais surtout plein de développeurs n'ont pas envie. Parce que il y en a plein qui voient pas l'intérêt de faire ça. Enfin, un des gros débats qu'on a eu avec les langages objets, c'est pas c'est trop compliqué pour mon cerveau, tu sais, mais qu'est-ce que ça m'apporte? À quoi ça me sert par rapport à ce que je fais tous les jours en ASP ou en PHP? Donc le débat est là. Par contre, on est tous utilisateurs. C'est-à-dire que on est tous utilisateurs d'applications. Donc, moi, mon ressenti, c'est que on arrive assez facilement à se mettre à la place d'utilisateur et de comprendre pourquoi là, j'ai mal fait les choses. Alors, j'essaie d'expliquer. Quand on fait un audit d'ergonomie, à l'usage, on se rend compte que qu'on refait on fait des reproches entre guillemets aux développeurs, mais j'ai jamais rencontré un cas où le développeur me dit non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que je ne comprends pas ce que tu me. En général, c'est des choses très évidentes et comme n'importe quel développeur peut se mettre à l'utilisateur, à partir du moment où c'est bien expliqué, que surtout c'est bien démontré, voire on montre la vidéo de l'utilisateur en train de galérer sur je sais pas moi le date picker et ça devient très évident pour le développeur. Il dit OK, effectivement, je vois que aucun utilisateur a compris qu'il fallait cliquer sur le petit triangle pour ouvrir un truc. OK, donc il faut que je revoie ma copie. Donc je trouve que l'adhésion est beaucoup plus simple que ce gros problème qu'on a eu il y a quelques années du passage de paradigme procédural à. Moi, je donnais ça comme image. J'essaie de rendre ça. Mais surtout que tous les développeurs, éventuellement, vont avoir interagi avec des interfaces qui sont user-friendly. Oui, puis les développeurs aussi vont avoir un iPhone. Donc, ou, tu vas vouloir créer en tant que développeur ou faire l'équivalent de ce qui est sur le marché. Là. Google, la recherche. Moi, c'est parce qu'il y a eu Google que je pousse énormément dans le monde de la gestion à reprendre ce paradigme de simplifier la recherche et plutôt résoudre
les problématiques de recherche par de l'agrégation derrière. Enfin voilà. Les gens ont compris Google. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Ouais. Donc, si on est capable de reproduire un peu ce paradigme-là ou cette La dynamique de Facebook, voilà. C'est effectivement, on a des référentiels nous développeurs et qu'on partage avec l'utilisateur final. Donc c'est très efficace quoi. Et puis on est qu'au début, c'est-à-dire que je sais que, enfin je suis convaincu que les standards qui sont en train d'évoluer à travers Facebook et autres vont encore évoluer énormément. Donc et c'est les standards que on va tous partager, utilisateurs et développeurs. Il y a une proximité qui est très forte. Par contre, ce que l'on constate, c'est que très peu de développeurs se forcent et ont ce réflexe de se dire une fois que j'ai développé quelque chose, maintenant allez. J'oublie le côté le code qui est derrière, le côté galère. Ouais. Maintenant, je mets à la place du utilisateur. Qu'est-ce qui est intéressant ou pas? Un exemple. Je suis allé chez un client. Ils avaient fait plein d'écrans. Et puis on a fait une réunion avec un utilisateur et puis les développeurs. Et on a constaté un déphasage incroyable entre la valeur que mettait un développeur sur l'écran et la valeur que mettait l'utilisateur. Très concrètement, le développeur, pour lui, l'écran qui a le plus de valeur, c'est celui où il a passé le plus de temps, où il a plus galéré sur les problématiques techniques, etc. Alors que l'utilisateur, lui, il y avait un écran dans l'application qui était un écran avec juste des gifs et des liens. Donc techniquement, c'est juste il y a des images, l'écran le plus simple, il y a des icônes avec un lien href dessus. Enfin, pour lui, il est nul cet écran. Et l'utilisateur, on a dit mais moi, s'il y a qu'un écran à garder, c'est celui-là que je veux qu'on garde. Wow. Et voilà. Et donc ça illustre bien le fait que restaurer cette visibilité, donc faire en sorte que le développeur retrouve cette visibilité sur ce qui est vraiment important, sur tout ce qui fait du utilisateur, c'est pas compliqué à faire, mais on le fait pas. C'est-à-dire que c'est pas sorcier, hein, mais simplement on le fait pas. Un développeur, il reste plutôt, alors, je dis développeur, architecte, etc. On est effectivement focalisé sur les problématiques technologiques. On a quand même une tendance aussi à aimer, enfin, on aime coder. Donc il y a un plaisir. Je vais pas dire malsain, mais on a du plaisir à galérer. Plus c'est compliqué, plus on aime. Donc, on met la valeur que nous on met sur les écrans, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui. Et donc, c'est important de faire en sorte qu'un développeur, pendant qu'il avance sur un projet, ait une bonne visibilité sur la vision utilisateur de ce qu'il fait. Et c'est pas compliqué à faire. Et ça change énormément de choses. Présentement, si on veut faire le saut aux interfaces vectorielles, on utilise WPF. La courbe d'apprentissage est quand même importante pour un développeur qui est habitué à des écrans standards Windows Form. Est-ce que tu vois dans l'avenir cette courbe d'apprentissage-là qui va diminuer un peu à cause de la facilité que l'outillage ou les third parties vont nous présenter des contrôles intéressants? Alors, moi, je dirais plutôt que la courbe d'apprentissage, elle est un peu différente. Si prenons Win32 et WPF, que moi, j'ai quasiment vécu à MobilePocket. Win32, en fait, on a une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on monte très vite. On arrive très facilement à faire des écrans de gestion de base parce que on pioche les contrôles existants et on a les textbox, quelques boutons. Bon, donc effectivement au départ ça va très vite. Mais dès que vous commencez à sortir du standard et que vous commencez à jongler sur les WM underscore click, etc. On fait c'est l'enfer. Skinner une application Win32, c'est l'enfer. Donc la courbe s'envole dès qu'on sort des rails. D'accord. Alors que la différence avec WPF, c'est que effectivement, le ticket d'entrée est un peu plus haut au départ. Mais tu restes linéaire plus longtemps. Exactement. Je pense que tout l'enjeu est là, c'est qu'il y a une linéarité entre la complexité de mes développements IHM et son coût. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que alors que Win32 et je pense également Ajax, des HTML Ajax, on est sur des courbes plutôt asymptotiques. C'est-à-dire que au départ, ça coûte pas trop cher. D'ailleurs, l'HTML, tant qu'on fait du HTML 4.0, ça coûte rien même. Il y a quasiment aucun coût. D'ailleurs, t'as des strings. T'as un mouvement de pensée qui dit qu'on devrait se limiter à du HTML 4.0 et à ne faire que des interfaces qui se limitent à ce cadre de simplicité. C'est motivé par ça, parce que le constat, c'est que dès qu'on commence à aller vers du dynamique, etc., on commence à utiliser plein de frameworks, Yahoo Widget, JSON, etc., et là, on commence à avoir des coûts qui s'envolent. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de stack de A à Z clé en main. Il faut, moi, entreprise, je dois construire ma solution en agrégeant
GWT d'un côté de Google, le truc de Yahoo, le truc de les Tailbrick open source, Metaglet derrière Java, enfin, c'est compliqué tout ça, et ça coûte très cher. Donc, plus on monte, plus ça s'envole. Alors après, il y a deux possibilités. Soit on dit, on arrête d'améliorer d'augmenter la richesse des applications. Donc ça, c'est un peu l'approche qui est, du coup, voilà, on reste en HTML 4.0. Moi, j'y crois pas. C'est plus possible. Parce que, de toute manière, Facebook, YouTube et autres, et Gmail, ils sont en dehors de la limite de ça. Ouais. Donc, c'est dire que finalement, l'avenir, c'est pas ça. Enfin, moi, je ne crois pas. Non. L'avenir, elle est vers la complexité d'IHM va augmenter puisqu'on va faire des choses de plus compliquées. C'est dire que finalement, les êtres humains ne voudront pas résoudre rien de plus complexe que ce qu'on résout depuis dans les 10 dernières années. Mais ça peut être un choix. Enfin, à l'époque du développement durable, etc. Si on va dans la philosophie, c'est le débat. Est-ce qu'il faut continuer à consommer la croissance comme des cochons Voilà. Bon, c'est un peu ça aussi le débat. Mais si on continue à consommer, donc on commence à faire des IHM de plus en plus riches. Oui, aujourd'hui, si vous faites de l'Ajax, à un bout d'un moment, il y a un problème. C'est-à-dire que les coûts sont plus supportables. C'est astronomique. Donc, c'est pour ça que moi, ma conviction, c'est qu'il faut, le seul moyen de continuer dans cette voie qui est l'évolution de la richesse des IHM, c'est les technologies vectorielles. Alors, est-ce que c'est Adobe, est-ce que c'est Microsoft, est-ce que c'est Apple? Tout le monde se plante quand on essaie de faire des prédictions d'informatique. N'empêche que, voilà, ma seule conviction, c'est que la voie, ce sont ces technologies vectorielles. Puis, on entend souvent parler aussi des commentaires disant que Silverlight 2.0 pourrait être cette plateforme miracle dans le sens où elle peut être déployée sur Windows, sur Mac, éventuellement sur Linux avec le projet Moonlight. Et on aurait cette interface vectorielle qui est riche, mais on aurait aussi la facilité du développement en .NET. Absolument. Alors ça c'est la force de Microsoft par rapport à Adobe, c'est-à-dire que Microsoft, le framework .NET a pu faire ses preuves. C'était quand même c'est merveilleux ce que Microsoft avec .NET. Il y avait quand même Java en face qui était un mastodonte avec une communauté gigantesque. Ils ont quand même pondu quelque chose qui tient la route et qui fait pas honte à l'énorme communauté Java, qui est plutôt même en mode on regarde et on s'inspire de plus en plus de ce qui est fait. Alors c'est objectif, ça va dans les deux sens, mais voilà, donc ça c'est chapeau quoi. Et donc je pense qu'effectivement la force de Microsoft, c'est que il capitalise là-dessus. C'est-à-dire que .NET est quand même présent dans beaucoup d'autres sociétés. Donc quand on dit faire du Silverlight, c'est juste finalement remplacer la couche ASP.NET par autre chose. On change vraiment tout simplement la technologie d'affichage de GUI. Et tout le reste derrière, la stack, les services, l'accès aux données, etc., ça reste du connu. Alors qu'en Adobe, c'est un peu plus compliqué. Alors il y a un scénario alternatif pour Adobe qui est à travers le projet BlazeDS, qui est le côté le back, l'accès serveur en Java et le front étant. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a Adobe d'un côté, il y a Sun de l'autre, il y a les open source d'un autre côté. Enfin voilà, c'est plus compliqué, toujours comme d'habitude, que la solution complètement intégrée de Microsoft. Mais on peut imaginer, et d'ailleurs je pense que ce qui va se passer, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Java et .NET, c'est-à-dire un partage. Il faut pas lutter contre. Il y a beaucoup d'idéologies, il y a presque des religions là-dedans. C'est pas peine de lutter contre quoi. Il y aura la place pour les deux. Et vive la compétition, c'est ce qui fait avancer la technologie. Mais absolument. Je pense que déjà aujourd'hui, entre Flex et Silverlight, quand Silverlight est sorti, Adobe a bougé ses fesses parce qu'il a senti quand même, ça commence à chauffer. Quand Adobe a bougé avec Flex R, Microsoft a tout de suite rechangé la stratégie sur Silverlight pour faire Silverlight V2. Il y a déjà cette compétition. Alors que c'est pas un marché massivement utilisé, mais la compétition est déjà là et elle apporte des choses très bonnes dans les deux mondes. D'ailleurs, je trouve que les médias mettent toujours beaucoup en relief une compétition Microsoft-Google, quand, à mon avis, une des compétitions les plus féroces qui se passe aujourd'hui est beaucoup plus Microsoft Silverlight et Adobe. Parce que c'est vraiment dans les créneaux de base de Microsoft où est-ce qu'Adobe faisait une incursion, parce que Google ça met pas, en tout cas à court terme, ça mettait pas en danger toutes les plateformes de développement .NET et tout. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont trois en fait. Il y a Adobe, Microsoft, puis il y a aussi Google. Parce que Google,
tout son business plan repose sur l'existence du web. Ouais. Faut Sur pas le que le fait web que- disparaisse. Voilà. C'est-à-dire le jour où on passe plus par un navigateur pour faire tout ce qu'on veut, enfin pour acheter, ça va remettre en Ouais. question beaucoup de choses chez Google. Derrière les technologies vectorielles, derrière, on va dire Flex et Air, il y a quand même aussi un enjeu qui est l'évolution du terminal final. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que l'iPhone montre que un terminal mobile, finalement, on peut en faire beaucoup de choses. Alors que Mhm. jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'on peut pas. Ouais. C'est trop Parce limité. que là, t'as mené un point. Peut-être qu'un quatrième joueur qu'on a toujours sous-estimé, puis qui va prendre de plus en plus de place, qui est Apple, avec parce que est-ce Oui, que c'est l'iPhone pourrait être perçu aussi comme une plateforme? Parce que maintenant, Apple a annoncé un programme pour des développeurs et tout. Donc, t'as peut-être aussi une autre alternative qui va être avec l'iPhone. C'est possible. Alors, par contre, c'est l'iPhone, de mon point de vue, c'est très B2C. Donc, Mhm. dans les entreprises, je pense que c'est encore un peu tôt. Ouais. Mais par contre, ils visent quand même 15 millions d'iPhone 3G Ouais. pour l'année suivante. Enfin, Parce là, qu'ils visent quand même à déplacer, Et en puis- Amérique, c'est Research in Motion, puis ils veulent déplacer une partie de ce marché-là. Tout à fait. Mais je crois que c'est, il me semble de mémoire, c'est 30 et 40, 30% RIM, BlackBerry, et 40% BlackBerry, 30% Apple, aux Ouais. US, pas mondialement. Mais oui, et puis ils créent un écosystème, leur plateforme de distribution d'applications, etc. Moi, quand j'étais chez Mobile, j'ai un peu touché du doigt Amazon. Moi, je pense que, une des voies possibles de l'évolution du web, comment faire mieux que le site Amazon aujourd'hui? C'est peut-être faire des applications qui tournent sur votre set-top box, sur votre télévision. Mhm. Parce que combien d'heures on passe devant un téloche, si on pouvait, Ouais. ou des applications dédiées sur des mobiles. Ça peut pas être le site web tel qu'il est aujourd'hui. Faut faire là encore, faut réfléchir à la usability de l'appareil et s'adapter. Et plus l'interface usagée est plus petit, plus on doit plancher là-dessus. Absolument. Mais regardez l'iPhone. Apple a créé une solution propriétaire de GUI web pour l'iPhone. Quand on fait une application iPhone, c'est pas de HTML de base. Il y a tout un ensemble de tags à respecter qui permet d'avoir cette super ergonomie. Quand vous faites une application web pour iPhone, ça se comporte aussi bien que les applications clients riches, entre guillemets, embarquées sur le téléphone. C'est bluffant. Aucune application web arrive à ce niveau d'usabilité sur un mobile, même sur un PC peut-être. Donc voilà, là on voit quand même les mobiles, les boîtes. Mais d'où mon propos. Si Apple arriverait avec un outillage simple pour faire sur un iPhone des applications d'entreprise, peut-être qu'il y a des joueurs qui diraient que regardez, est-ce que Il y a un long chemin. Déjà, je dis pas que c'est ça qui va se Objective-C, passer. c'est pas un langage qui plaît à tout le monde. Non. Pour le moment, Apple, Steve Jobs a plutôt envie de tourner le dos à Java. Sur l'iPhone, il n'y a pas Java. Ils ont laissé tomber l'implémentation Cocoa. Il y avait une JVM Java qui était très bien dedans et ils ont plus ou moins abandonné. Donc on ne sait pas où ils vont. Mais par contre, Google avec Android, donc qui est la plateforme qu'ils font pour les mobiles, je pense que là il y a un enjeu. C'est rester maître, assurer la pérennité du modèle web sur les mobiles, dont dépend complètement le business model de Google. Bon, voilà. Bon. Mais On s'en va pas un peu du cadre énormément de UI sujets quoi. passionnants. Il faudrait développer. Si quelqu'un voudrait s'intéresser à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, par où, qu'est-ce que tu suggérais comme approche? Commencer par des bouquins, commencer à s'intéresser par exemple, à WPF? Alors, sur l'aspect vectoriel, oui, très franchement, les sites d'Adobe et de Microsoft, donc là vous faites Google, ça sera beaucoup plus efficace que moi, mais voilà, vous cherchez, le site d'Adobe et de Microsoft sont très très bien foutus et sont bourrés d'informations pour les techniciens, pour les designers. Ils ont tous les deux une politique de galerie, ils référencient les sites qui utilisent leur technologie. Exactement, et ça c'est intéressant, c'est une des meilleures manières de se faire une bonne opinion de ce qu'on peut faire, de ce qui est possible, etc., les directions qu'on pourrait prendre. Sur l'aspect usability, parce que c'est quand même un thème clé, moi il y a un bouquin que j'adore, mais il y en a plein, mais qui s'appelle Don't Make Me Think, de Ken Beck. Voilà, vous le trouverez aussi facilement sur Google, sur Amazon et autres, qui en gros présente de manière très simple et pragmatique, sans théorisation excessive, voilà, très basiquement, pourquoi, qu'est-ce qu'apporte l'usabilité et en quoi ça consiste. Donc on va mettre le lien du livre de Ken Beck sur la Par page. exemple, ensuite, il y a d'autres bouquins. Là, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Blink,
mais Ouais. qui est un peu un De sujet Malcolm un peu à part. McDowell. Voilà, mais qui est intéressant aussi. Enfin, l'aspect usability, pour un peu devenir un peu bon là-dedans, il faut s'intéresser effectivement au phénomène humain, quoi. Donc Ouais. à la manière qu'a notre cerveau. Alors, je veux pas rentrer je dis pas qu'il faut faire le l'IA, de l'intelligence artificielle, mais voilà, lire quelques bouquins qui expliquent un peu simplement les fondamentaux de notre cerveau, comment ça marche, pourquoi est-ce que ça plaît, pourquoi ça plaît pas, voilà, et pour se créer un peu cette culture. Il faut sortir du cadre technologique. Oui, mais pas le jeter, attention, je revendique mon étiquette de geek et je continuerai à faire du code le soir par plaisir, quoi. Mais voilà, c'est effectivement se forcer, parce que c'est pas naturel chez nous, se forcer à regarder un peu Donc, d'autres On va sujets. mettre le lien pour le livre de Blink aussi. Donc, écoute, ça fait le tour du sujet. Mhm. On te remercie beaucoup. Nous, on C'est un plaisir. fait la pause et on revient avec les actualités. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, c'est actuellement notre section sur les actualités, Et mon Dieu. mais on est en plein milieu de l'été. Ah, il se passe pas grand-chose. En fait, depuis la dernière émission, j'ai eu beau fouiller un peu partout. J'ai pas d'actualité Mais aujourd'hui. c'est normal. Par contre, quand on est toujours avec Éric Goise, puis avant de faire notre entrevue, on parlait un peu de la réponse que Adobe a annoncée il y a quelques semaines suite justement à la menace de Silverlight 2. Donc, ça peut peut-être être notre actualité. Absolument. Permettre aux gens. Donc, si tu nous résumes un peu ce qui se passe, Éric. Oui, alors effectivement, c'est pas du côté de Microsoft, mais c'est bien en réaction à, on va dire, au virage de Silverlight V2 de ces dernières semaines, derniers mois. En fait, côté Adobe, ça bouge beaucoup. Il y a eu donc le passage en open source d'un ensemble de frameworks qui étaient pour le moment propriétaires à Adobe. Donc derrière, il y a aussi un impact sur l'aspect licensing, etc., qui est très important. Et ça, c'est un peu une mise à niveau du SDK, enfin du framework Flex, par rapport à l'approche qu'a Microsoft avec .NET, enfin depuis .NET, qui est en gros la technologie, vous pouvez en servir gratuitement, à condition d'avoir Windows, et par contre c'est plutôt sur IDE que les outils que là il faut acheter. Donc Adobe reprend un peu la même démarche. Donc la solution de développement reste payante, bien qu'elle ait intégré Eclipse, mais c'est un plugin qui reste payant. Par contre, aujourd'hui, voilà, j'ai le droit, moi, de développer un IDE qui compile du Flex, puisque le framework Flex, donc le Flex SDK, c'est open source. Les frameworks qu'il y a autour également, comme alors de mémoire, il y a Tamarin, qui est un projet qui vise à améliorer un peu la JVM et aussi faire évoluer l'ActionScript. Là, il y a un vrai enjeu. Parce que en arrière, du côté du serveur, du back-end, ça présume que ça serait du Java qui est... Alors, ça, c'est BlazeDS, effectivement, qui permet de faire donc de la communication entre l'application Flex d'un côté et puis tout le back en Java. Donc, c'est des frameworks de remoting, de marshalling, etc. Et qui lui aussi est en open source aujourd'hui et qui est très actif. Là, on peut aller voir sur les sites d'Adobe. C'est, je crois d'ailleurs, c'est opensource.adobe.com ou un truc comme ça. Enfin, Google. Donc, ce qu'on Adobe. sait, c'est que les SDK avant où on fallait les acheter, maintenant ils ont basculé du côté open source. Avant, oui, j'avais pas le droit de faire un outil qui générait du Flex, quoi. Et dès que je faisais du Flex, j'avais une licence Flex à acquérir, etc. Ça, c'est fini. Donc, Adobe espère avoir quoi? Une communauté puis des tiers parties qui vont se mettre à faire des produits open source ou Oui, ça c'est tout l'enjeu des projets open source et de ces communautés. Donc c'est avoir des personnes externes, faire monter la qualité. Enfin, en pratique, c'est un peu ce que IBM a fait avec Eclipse.
quand on ouvre à la communauté, ça permet d'augmenter la qualité des produits très rapidement. C'est capitalisé sur le fait que les gens qui sont aujourd'hui dans le monde Java, en tout cas, ça ne repose plus vraiment beaucoup sur l'offre de Sun, mais beaucoup plus sur l'offre des frameworks open source. Il n'y a pas juste ça. À l'époque, si tu voulais déployer une application Flex, il fallait que tu te procures une licence pour l'utilisation sur tes serveurs de Flex. Donc, le modèle, finalement, que Adobe vient d'adopter, c'est un peu le modèle de Microsoft où le runtime, il est gratuit. Donc, tu paies pour les outils de développement, mais le runtime, lui, il est gratuit. Donc, c'est une réponse directe à la menace de Microsoft. Puis, comme tu disais, eux veulent capitaliser sur le fait qu'ils ont déjà la relation étroite avec les designers, tandis que Microsoft, eux, ont déjà une relation assez étroite avec les développeurs. Et là, il faudra voir lequel des deux va réussir à mieux séduire l'autre camp. Ouais. Tout à fait. Avec une carte, donc vous évoquiez la communauté Java qui dépend. Enfin, Java dépend énormément d'open source, c'est clair. Enfin, il n'y a pas un projet Java complet qui s'appuie pas sur X briques open source. Donc, et Java cherche sa solution de GUI, sa technologie GUI. Parce qu'eux, ils peuvent plus accepter de faire juste du HTML 4.0. Voilà, et puis il y a Swing, ça c'est pas la success story qu'on attendait, mais ni SWT. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment effectivement une voie pour la communauté Java de s'approprier Flex pour en faire sa solution officielle et standardisée de GUI moderne en Java. Alors il y a aussi JavaFX, mais je crois plus en Flex qu'en JavaFX. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui Java existe et sera toujours là pour, en tout cas, Microsoft ne fera jamais disparaître complètement tout ce qui existe du côté Java. Aujourd'hui, c'est 50-50. J'espère parce que c'est la compétition là. Puis la compétition, c'est bon. Oui. Donc, ils sont nombreux en face. Donc, on a des chances d'avoir une juxtaposition Flex avec Java qui ferait compétition à Silverlight et ferait en sorte à ce moment-là que on se retrouvera pas dans une situation un peu monopolistique, ce qui serait dommageable là, pour tout le monde. Tout à fait. Et puis on le voit. Enfin, on voit bien l'apport qu'a amené la compétition Java.net, aussi bien d'un côté ou de l'autre. C'est tout bénéf pour nous. Architecte, absolument. Que ce soit les attributs, que ce soit les génériques, que ce soit Link. Voilà, Link aujourd'hui, c'est là c'est quelque chose. On attend le pendant en face. Non, voilà, donc c'est bien ça, c'est bien. Et il faut ça serait génial d'avoir la même dynamique dans les technologies vectorielles entre Adobe et Microsoft et peut-être un autre. On va aller savoir. C'est bien. Écoute, nous. C'est la pause, c'est notre dernière émission avant les vacances d'été. Oui, on fait une petite pause pour l'été. On revient le 20 août, puis on profite de l'occasion pour souhaiter des bonnes vacances, ou en tout cas ceux qui prennent des vacances cet été. Ouais, ou un bon été tout simplement. Oui. Puis nous autres, on va profiter de notre semaine à Paris. Tout à fait. Profitez-en bien. Oh, oui. Alors merci encore Eric. C'est moi qui vous remercie. Je te remercie. Visual Studio Talk Show.